Ma femme a quitté nos enfants après que ses amis lui ont fait croire qu'elle gaspillait sa jeunesse en restant enfermée dans une vie de famille. 9 ans plus tard, elle est revenue en pensant pouvoir redevenir leur mère. Mais aujourd'hui, ils ont une maman, ma femme actuelle, qu'ils aiment profondément. Il y a 9 ans, mon fils Jake avait 6 ans et ma fille Emma en avait 4. Leur mère, Sarah, a pris une décision qui allait bouleverser nos vies pour toujours. Notre mariage traversait une période difficile. Je travaillais beaucoup et je n'étais sans doute pas le mari le plus présent. Pourtant, nous faisions tous les deux des efforts pour que la famille tienne. Tout a commencé lorsqu'elle a commencé à passer du temps avec un petit groupe de femmes qu'elle avait rencontrées lors de son cours de yoga au centre culturel. Ces femmes, pour la plupart divorcées ou jamais mariées, parlaient souvent des limites qu'une vie de couple et la maternité imposeraient au développement personnel d'une femme. Parmi elles, il y avait Jessica, une ancienne mère de famille qui disait vivre sa vie pleinement en parcourant la France dans un camping-car, en toute liberté. Elle remplissait peu à peu l'esprit de Sarah d'idées selon lesquelles elle gâchait sa jeunesse en restant à la maison, enfermée dans des responsabilités qu'elle n'avait pas choisies. Au début, je pensais que ce n'était qu'une phase. Je l'encourageais même à prendre du temps pour elle, à partir quelques week-ends avec ses amis. Je m'occupais davantage des enfants, pensant que cela allait lui faire du bien et renforcer notre couple. Mais au contraire, plus elle s'éloignait, plus elle se détachait de nous. Et plus elle était convaincue qu'elle avait fait une erreur en se mariant et en ayant des enfants aussi jeunes. Le point de rupture est arrivé pendant ce qui devait être des vacances familiales à la mer. Au lieu de profiter de ce moment ensemble, Sarah passait la plupart du temps au téléphone avec Jessica, répétant qu'elle se sentait étouffée et qu'elle devait changer de vie avant qu'il ne soit trop tard. Le dernier soir, une fois les enfants couchés, elle m'a annoncé qu'elle avait décidé de partir. Elle voulait tout recommencer, ailleurs, pour découvrir qui elle était vraiment, loin de toute obligation familiale. Jessica lui avait proposé de l'héberger dans le sud. Elle pensait que sa disparition serait moins douloureuse pour les enfants que de rester malheureuse à leur côté. J'étais dévasté. J'ai tout essayé pour qu'elle reste. Thérapie de couple, séparation temporaire, discussion, compromis, rien n'y faisait. Pour elle, toute tentative de la retenir était une manière de la contrôler. Elle voulait vivre sa vie, librement, selon ses propres règles. Ce qui m'a brisé le cœur, c'est de voir mes enfants pleurer sans comprendre. Sarah leur a expliqué qu'elle partait pour un moment, qu'ils resteraient avec moi, mais qu'elle les aimait toujours autant. Jake me demandait s'il avait fait quelque chose de mal. Emma pleurait et lui demandait de rester. Ce soir-là, quelque chose s'est cassé en eux. Après son départ, je suis devenu père célibataire. 2 jeunes enfants à élever, seul. Chaque jour, il me demandait quand maman allait revenir. En même temps, je devais gérer mes propres blessures, ma colère, mon épuisement. Les premiers mois ont été terribles. Travailler, s'occuper de la maison, soutenir les enfants émotionnellement, tout en essayant de rester debout, c'était un défi quotidien. Pendant la première année, Sarah appelait parfois, souvent tard le soir. Elle semblait avoir bu, parlait avec regret, promettait de venir les voir. Mais elle ne venait jamais. À chaque appel, Jake et Emma espéraient. Puis ils étaient déçus. Alors j'ai changé de numéro. J'ai coupé tout contact. Il fallait arrêter cette douleur répétée. 3 ans plus tard, j'ai rencontré Lisa lors d'une kermesse à l'école. Elle était l'institutrice d'Emma. Ce qui n'était au départ qu'une amitié est devenu peu à peu une relation solide. Lisa était patiente, douce, consciente que mes enfants portaient des blessures profondes. Elle n'a jamais cherché à remplacer leur mère. Elle était simplement là. Présente. Fiable. Petit à petit, elle a aidé Emma avec ses devoirs, assisté au match de foot de Jake. Elle est devenue un repère stable dans leur quotidien. Au bout de 2 ans, nous avons commencé à parler d'adoption. Lisa était prête à s'engager, quoi qu'il advienne entre nous. L'adoption a été simple, car Sarah avait disparu de nos vies. Aucune visite, aucun soutien, ni même un mot. Ce que la loi appelle un abandon. Le jour où l'adoption a été officialisée a été l'un des plus beaux de nos vies. Jake et Emma, aujourd'hui âgés de 15 et 13 ans, sont des ados épanouis. Ils appellent Lisa maman, naturellement. Ils se souviennent encore de Sarah, mais c'est flou, lointain. Pour eux, elle appartient au passé. Et puis, il y a 3 semaines, Sarah est réapparue. Devant notre porte. Sans prévenir. Elle avait l'air plus âgée, mais toujours reconnaissable. Elle disait qu'elle pensait à nous depuis longtemps, qu'elle avait compris qu'elle avait commis une erreur, qu'elle voulait revenir, reconstruire. Elle racontait avoir passé 9 ans à voyager, à travailler un peu partout, à tester des modes de vie, des relations. Rien ne l'avait comblée.
Elle avait fini par réaliser que le bonheur qu'elle cherchait, elle l'avait eu ici, avec nous. J'étais choqué. Je croyais qu'elle avait tourné la page. Je l'ai invitée à entrer, lui ai offert un café. J'ai appelé Lisa pour qu'elle rentre. Nous devions réfléchir ensemble à la suite. Lisa a été d'une élégance incroyable. Malgré le malaise, elle est restée digne. Sarah semblait sincèrement désolée. Mais elle croyait pouvoir reprendre sa place, comme si les 9 années n'avaient jamais existé. Elle voulait passer du temps avec les enfants, les emmener en vacances, les aider avec l'école, assister à leurs événements. Mais ce n'est plus sa place. Et ce n'est plus leur réalité. Elle espérait pouvoir peu à peu reconstruire la relation mère-enfant qu'elle avait abandonnée. L'épreuve décisive est arrivée lorsque Jake et Emma sont rentrés de l'école et ont découvert leur mère biologique assise dans notre salon. Leur réaction a été immédiate et sans équivoque. Jake s'est mis en colère et a demandé à Sarah pourquoi elle était revenue et si elle s'attendait à ce qu'ils oublient tout et l'accueillent comme si de rien n'était. Emma s'est cachée derrière Lisa et a refusé de regarder Sarah. Les enfants ont clairement exprimé qu'ils ne voulaient pas de relation avec elle. Pour eux, Lisa était leur véritable mère désormais. Sarah a été bouleversée par leur rejet. Elle a essayé d'expliquer qu'elle comprenait leur colère et qu'elle était prête à y aller doucement. Mais Jake l'a interrompue et a dit qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour rattraper 9 années d'absence. Il a ajouté qu'ils avaient déjà une mère, une vraie, qui se souciait réellement d'eux. Après le départ de Sarah, Lisa et moi avons eu une longue discussion avec les enfants sur ce qu'ils souhaitaient. Nous leur avons assuré que nous respecterions leurs décisions et qu'ils ne devaient pas se sentir obligés d'entretenir une relation avec Sarah s'ils ne le voulaient pas. Tous les deux ont été très clairs. Ils ne voulaient plus avoir affaire à elle. Ils ne voulaient pas qu'elle revienne à la maison ni qu'elle essaie de les contacter à l'école. Ils nous ont demandé de nous assurer qu'elle comprenait bien cela. Ils étaient heureux avec leur famille actuelle et n'avaient pas besoin d'elle dans leur vie. C'est ici que je me demande si je ne suis pas devenu le salaud de l'histoire. J'ai appelé Sarah pour lui dire que, même si je comprenais son désir de renouer, les enfants avaient été très clairs sur ce qu'ils ressentaient. Je devais respecter leur choix et ne comptais pas les forcer à établir un lien contre leur volonté. Je lui ai expliqué qu'ils étaient assez grands pour décider qui ils voulaient avoir dans leur vie. Après 9 années passées à construire une famille stable avec Lisa, ils ne voulaient pas tout chambouler pour quelqu'un qui avait choisi de partir. Sarah s'est mise en colère. Elle m'a accusé d'avoir retourné les enfants contre elle, de l'empêcher d'exercer ses droits parentaux. Elle a menacé de prendre un avocat pour obtenir un droit de visite ou même une garde partielle, bien que je doute qu'elle ait un fondement juridique solide après les avoir abandonnés et avoir laissé Lisa les adopter. Je ne sais sincèrement pas si je fais ce qu'il faut. Je remets constamment mes choix en question. Car même si je pense que son envie soudaine d'être de nouveau une mère est motivée davantage par la culpabilité que par un réel souci du bien-être de Jake et Emma, je me demande si je ne leur enlève pas la possibilité d'avoir une relation avec leur mère biologique. Alors dites-moi, Reddit. Ai-je eu raison de soutenir la décision de mes enfants de refuser tout contact avec leur mère biologique ou aurais-je dû les encourager à lui laisser une chance? Petite mise à jour pour ceux qui suivent l'histoire, car les choses ont évolué d'une manière que je n'avais pas anticipée et j'aimerais avoir d'autres avis sur la façon dont nous gérons les tentatives persistantes de Sarah de s'immiscer dans notre vie familiale. Après avoir lu vos commentaires bienveillants, j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille ainsi qu'un thérapeute spécialisé dans les questions d'adoption. Je voulais m'assurer que mes décisions étaient réellement basées sur l'intérêt de Jake et Emma, et non sur une réaction purement émotionnelle. La consultation juridique a été extrêmement rassurante. L'avocat a confirmé ce que plusieurs d'entre vous avaient suggéré. Les droits parentaux de Sarah ont été légalement révoqués au moment où elle a abandonné les enfants, ce qui a permis à Lisa de les adopter sans son consentement. Dans notre région, les droits parentaux peuvent être retirés pour cause d'abandon lorsque le parent n'a eu aucun contact pendant plus d'1 an et n'a pas contribué financièrement, ce qui est exactement le cas de Sarah. Concrètement, cela signifie qu'elle n'a aucun droit légal de réclamer une visite ou une garde. Pour contester l'adoption, elle devrait prouver qu'on l'a empêchée de rester en contact contre son gré, ce qui est évidemment faux, puisqu'elle est partie de son plein gré et n'a fait aucun effort pour rester présente. J'ai appelé Sarah pour avoir une conversation franche sur la réalité de la situation, en espérant que si je lui exposais les faits juridiques et la position des enfants, elle accepterait que poursuivre dans cette voie serait inutile, voire nuisible. La conversation ne s'est pas déroulée comme je l'espérais, mais elle m'a permis de mieux comprendre son état d'esprit. Lorsque je lui ai expliqué que l'adoption avait mis fin à ses droits parentaux, Sarah s'est indignée. Elle m'a accusé d'utiliser des techniques juridiques pour l'écarter de ses enfants, comme si l'adoption était un simple tour de passe-passe administratif, et non la conséquence directe de son abandon. Ce qui est devenu évident, c'est que Sarah s'est construite un récit dans lequel elle minimise ses responsabilités et attribue tout à des influences extérieures,
comme les conseils de ses amis ou ses problèmes de santé mentale. Elle parlait de son départ comme de quelque chose qui lui était arrivé, pas comme une décision qu'elle avait prise. Elle semblait sincèrement surprise qu'il puisse y avoir des conséquences durables. Elle avait aussi des attentes irréalistes sur la reconstruction des liens, parlant de voyages avec les enfants, d'aide pour leur orientation scolaire, comme si ces 9 années n'étaient qu'une parenthèse et non la majeure partie de leurs souvenirs conscients. Quand je lui ai dit que les enfants ne voulaient pas la revoir et que je respecterais leur choix, Sarah s'est effondrée. Elle pleurait et disait qu'elle comprenait leur colère, mais qu'elle était une personne différente aujourd'hui, et qu'elle méritait une chance de leur prouver qu'elle pouvait être la mère dont ils avaient besoin. Au lieu de continuer à menacer d'aller en justice, elle a demandé s'il existait une autre manière de communiquer, peut-être par des lettres ou des appels téléphoniques, afin de s'excuser sans imposer une rencontre directe qu'il refusait. Je lui ai dit que j'allais en parler avec Lisa et les enfants. J'ai précisé que toute communication devait être totalement volontaire, et pourrait être interrompue à tout moment si cela devenait pesant. Quand j'en ai discuté avec Jake et Emma, leurs réactions ont été différentes, mais tout aussi fortes. Après plusieurs conversations en famille et une séance chez le thérapeute, Emma a accepté de recevoir le numéro de téléphone de Sarah et peut-être de lui parler de temps à autre, mais seulement si Sarah comprenait bien que cela ne signifiait pas qu'Emma souhaitait renouer une relation, ni accepter une rencontre. Jake, lui, est resté catégoriquement opposé à tout contact. J'ai clairement indiqué à Sarah qu'elle devait respecter entièrement sa décision. Hier, j'ai donné à Sarah le numéro de téléphone d'Emma. Contre toute attente, Jake a décidé de donner aussi le sien, même s'il a été très clair sur le fait qu'il ne promettait pas de répondre aux appels et qu'il se réservait le droit de changer d'avis à tout moment. J'ai aussi établi des règles précises concernant les horaires et la fréquence des appels. J'ai demandé à Sarah de limiter les contacts à 1 ou 2 fois par semaine, d'éviter de téléphoner pendant les heures de classe ou tard le soir. Sarah s'est montrée extrêmement reconnaissante pour ce compromis. Elle a promis de respecter les limites et de ne pas faire pression sur les enfants pour obtenir plus qu'ils n'étaient prêts à lui donner. Pourtant, je reste sceptique. Elle semble tellement désespérée de renouer avec eux que je doute de sa capacité à respecter ces règles sur le long terme. Je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision. Une partie de moi craint que tout contact ne lui donne de faux espoirs, qu'elle puisse croire qu'elle peut petit à petit reprendre une place plus importante dans leur vie, ce qui finirait par engendrer de nouvelles déceptions, voire des conflits. En même temps, je ne voulais pas être celui qui prendrait cette décision à la place de Jake et Emma. D'autant plus qu'Emma avait exprimé une curiosité sincère à l'idée d'un contact limité. Je suppose que nous verrons comment les choses évoluent. Mais je tenais à faire une mise à jour pour tous ceux qui suivent notre histoire. Vos conseils sur l'importance de privilégier le bien-être émotionnel des enfants m'ont été d'une aide précieuse. Deuxième mise à jour. Comme mentionné précédemment, nous avions convenu de laisser à Sarah un contact téléphonique limité, avec la condition que cette communication reste entièrement volontaire et qu'elle respecte les limites fixées concernant la fréquence et les horaires. Les premiers jours, cela semblait fonctionner correctement. Sarah a appelé Emma 2 fois dans la semaine. Emma a répondu les 2 fois et elles ont eu des conversations brèves mais polies sur l'école et ses centres d'intérêt. Cependant, Emma m'a confié ensuite que ces échanges lui avaient paru étranges, forcés. Elle ne savait pas quoi dire à quelqu'un qu'elle considère comme une inconnue mais qui continue de se présenter comme sa mère. Jake, fidèle à ce qu'il avait dit, a refusé de répondre aux appels de Sarah. Il a fini par bloquer son numéro après qu'elle l'a appelé plusieurs fois dans la même journée. Cela m'a semblé une manière raisonnable pour lui de faire respecter ses limites. Les problèmes ont commencé cette semaine. Emma préparait ses examens de mi-semestre et une présentation importante qui la stressait beaucoup. Elle a arrêté de répondre aux appels de Sarah, trop occupée à réviser et épuisée émotionnellement. Elle m'a dit qu'elle n'avait ni le temps ni l'énergie pour ces conversations maladroites avec quelqu'un qui, selon ses mots, ne me connaît pas vraiment. Au lieu de comprendre qu'une adolescente de 13 ans peut avoir d'autres priorités, Sarah est devenue de plus en plus anxieuse. Elle a commencé à appeler plus souvent et à laisser des messages vocaux de plus en plus alarmants, demandant à Emma de la rappeler, disant qu'elle avait peur d'avoir dit quelque chose de mal ou qu'on empêchait Emma de lui parler. Emma m'a montré certains de ces messages. Ils étaient préoccupants. Sarah y semblait bouleversée, presque paniquée. Elle disait combien Emma lui manquait, combien ces échanges étaient essentiels à sa santé mentale et à son espoir de reconstruire leur lien. Un message m'a particulièrement dérangé. Sarah disait qu'elle avait attendu toute la semaine leur conversation et que le silence d'Emma ravivait en elle tous les sentiments de perte et de regret. Quand j'en ai parlé à Emma, elle m'a avoué que ces messages la rendaient anxieuse, coupable. Elle commençait à regretter d'avoir accepté le contact. Elle avait l'impression que Sarah attendait beaucoup plus d'elle qu'elle ne pouvait ou ne voulait offrir. Elle m'a dit que parler à Sarah ressemblait à un devoir scolaire, pas à quelque chose qu'elle voulait faire. Je l'ai rassurée.
Je lui ai dit qu'elle ne devait rien à Sarah et qu'elle pouvait arrêter de répondre à ses appels sans se sentir coupable. Nous avons convenu qu'elle prendrait une pause dans les échanges téléphoniques, pour se concentrer sur ses cours et prendre le temps de réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment. Mais au lieu de respecter ce besoin d'espace ou même de me contacter pour savoir pourquoi les appels n'étaient plus pris, Sarah a pris une décision qui a complètement détruit la confiance, déjà fragile, que je pouvais encore avoir en sa capacité à mettre les besoins des enfants avant ses propres envies. Hier après-midi, j'ai reçu un appel du conseiller scolaire d'Emma. Il m'a informé qu'une femme inconnue était venue à l'école, prétendant être la mère d'Emma, et avait exigé de la voir. L'école a dû appeler la sécurité quand cette femme est devenue agitée et a refusé de partir après qu'on lui a dit qu'elle n'était pas autorisée à voir l'élève. Apparemment, Sarah s'est rendue au bureau de l'école pendant la pause déjeuner. Elle a dit à la secrétaire qu'elle était la mère biologique d'Emma et qu'elle devait lui parler d'urgence à cause d'un problème familial. Lorsque le personnel a vérifié les dossiers et vu que Lisa était mentionnée comme mère d'Emma dans les contacts d'urgence, ils ont expliqué à Sarah qu'ils ne pouvaient pas lui permettre de voir l'élève sans autorisation officielle. Selon le conseiller, Sarah est devenue très énervée. Elle s'est mise à discuter avec le personnel, affirmant qu'il y avait une erreur dans leur dossier et qu'elle était la vraie mère d'Emma. Elle a insisté sur son droit de voir sa fille, accusant l'école de lui interdire ses droits parentaux. La situation s'est aggravée quand Sarah a apparemment commencé à chercher Emma dans les couloirs, regardant dans les salles de classe. Cela a obligé l'établissement à faire intervenir la sécurité puis à appeler la police, qui l'a escortée hors des lieux. Quand je suis allé chercher Emma, elle était bouleversée, honteuse. Elle m'a demandé pourquoi Sarah était venue à l'école, si cela voulait dire qu'elle allait continuer à apparaître là où Emma est censée se sentir en sécurité. Elle m'a aussi dit qu'elle se sentait responsable, comme si c'était sa faute pour ne pas avoir répondu aux appels. Cela m'a brisé le cœur. Aucune adolescente de 13 ans ne devrait se sentir responsable du comportement déplacé d'un adulte. J'ai immédiatement appelé Sarah. Je lui ai dit, sans détour, que venir à l'école d'Emma était totalement inacceptable. Elle avait violé toutes les limites que nous avions mises en place. Elle avait trahi la confiance que nous avions placée en elle. Je lui ai expliqué que ces actes avaient effrayé Emma et créé exactement le type de drame que nous avions tout fait pour éviter. La réaction de Sarah a été de se mettre sur la défensive, très émotive. Elle disait qu'elle s'était inquiétée pour Emma, parce qu'elle n'avait pas eu de nouvelles depuis plusieurs jours, et qu'elle voulait simplement s'assurer qu'Emma allait bien. Elle a ajouté qu'elle ne voulait pas lui mettre la pression avec ses messages vocaux. Elle affirmait qu'elle n'avait pas voulu causer de problème, qu'elle avait parlé d'une urgence familiale à l'école uniquement parce qu'elle ne savait pas comment faire autrement pour qu'on la laisse voir sa fille. Quand je lui ai fait remarquer qu'il n'y avait aucune urgence, qu'elle avait menti aux responsables de l'école et tenté de contourner les protocoles de sécurité, elle m'a répondu que ne pas pouvoir parler à sa fille lui semblait être une urgence. Elle disait ne pas comprendre pourquoi tout le monde rendait les choses si compliquées alors qu'elle voulait juste avoir une relation avec ses enfants. Cette réponse a mis en évidence à quel point Sarah ne comprend pas la situation, et combien son approche est centrée sur elle-même. Elle perçoit tout obstacle à un accès immédiat à Jake et Emma comme une attaque contre ses droits de mère, sans comprendre que ses enfants sont des individus à part entière, avec leurs propres émotions, leur droit à la vie privée et à la sécurité. Je lui ai dit que son comportement à l'école avait anéanti toute possibilité de poursuivre le contact téléphonique, et qu'elle devait désormais s'éloigner totalement de notre famille, sans apparaître dans des lieux où les enfants pourraient se trouver. Je l'ai également informé que si elle violait encore une seule fois ses limites, je demanderais une ordonnance restrictive. Sarah s'est mise à pleurer. Elle m'a accusé d'être cruelle, d'utiliser sa faute comme prétexte pour la punir et l'éloigner définitivement de ses enfants. Mais je lui ai expliqué que ce n'était pas une question de punition. Il s'agissait de protéger Jake et Emma contre une personne qui avait démontré qu'elle ne savait pas respecter leur autonomie, ni faire passer leur bien-être avant ses propres désirs. Les deux enfants ont été très clairs. Après cet incident, ils ne veulent plus aucun contact avec Sarah. Emma semblait soulagée de ne plus avoir à porter le poids des attentes de Sarah. Honnêtement, je m'en veux d'avoir accepté le moindre contact. J'aurais dû savoir qu'une personne qui a abandonné ses enfants pendant 9 ans, puis revient en exigeant une relation immédiate, n'a probablement pas la stabilité émotionnelle nécessaire pour respecter des limites raisonnables. Je vous tiendrai au courant si Sarah respecte la consigne de non-contact, ou si nous devons envisager une protection judiciaire. Pour l'instant, notre priorité est d'aider Jake et Emma à se sentir en sécurité, à leur rappeler que le comportement de Sarah n'est pas de leur responsabilité. Troisième mise à jour. Après l'incident à l'école que j'ai décrit dans la dernière mise à jour, nous avons mis en place une règle stricte de non-contact avec Sarah. Nous avons dit clairement aux enfants qu'ils n'avaient plus à s'inquiéter de ses attentes, qu'ils pouvaient reprendre une vie normale, sans le stress de devoir gérer une relation avec quelqu'un qui avait prouvé son incapacité à respecter leurs limites. Pendant environ une semaine,
cela a semblé bien fonctionner. Jake et Emma étaient soulagés. La situation semblait enfin stabilisée, leur permettant d'avancer sans angoisse constante à l'idée que Sarah puisse appeler ou débarquer à l'improviste. Mais ce vendredi soir, Emma est venue nous voir, Lisa et moi, avec une demande qui nous a sincèrement surpris. Et je ne sais toujours pas si nous avons bien réagi. Emma nous a expliqué qu'elle repensait au message vocal que Sarah avait laissé avant l'incident à l'école. Et bien qu'elle ne souhaite absolument pas renouer une relation avec elle, elle ressentait le besoin d'appeler Sarah une seule fois, pour lui expliquer clairement sa décision et lui dire en personne qu'elle ne voulait plus de contact, plutôt que de passer par moi pour transmettre ce message. Emma disait qu'elle se sentait coupable de la façon dont les choses s'étaient terminées, avec Sarah escortée hors de l'école et ensuite informée par moi que tout contact était rompu. Elle pensait que Sarah méritait d'entendre directement de sa bouche pourquoi elle ne voulait pas de relation, même si cette conversation serait difficile et définitive. Lisa et moi avons longuement parlé avec Emma. Nous avons insisté sur le fait qu'elle ne devait rien à Sarah, qu'elle n'avait aucune obligation de lui expliquer quoi que ce soit, et que protéger son propre bien-être passait avant tout, même avant les émotions de Sarah. Nous avons aussi évoqué le risque que ce coup de fil donne de faux espoirs à Sarah, ou qu'elle en profite pour faire pression sur Emma pour reprendre contact. Mais Emma était très claire sur ce qu'elle voulait accomplir. Elle semblait avoir réfléchi au risque de manière mûre et posée. Elle disait vouloir dire à Sarah qu'elle ne la détestait pas, et qu'elle comprenait qu'elle regrettait d'être partie. Mais le mal était fait et trop de temps s'était écoulé pour qu'elle puisse construire le type de relation mère-fille que Sarah semblait espérer. Nous avons convenu que l'appel se ferait en haut-parleur, afin que Lisa et moi puissions suivre la conversation et intervenir si nécessaire. Emma avait préparé une liste écrite de points qu'elle voulait aborder, pour ne pas perdre le fil si Sarah devenait trop émotive. L'appel a eu lieu samedi après-midi dernier. Il s'est déroulé à la fois mieux et plus difficilement que ce que nous avions imaginé. Emma a fait preuve d'une grande maturité en exprimant ses sentiments. Elle a dit à Sarah qu'elle appréciait ses excuses et son désir de réparer les choses, mais qu'elle avait construit une vie et une famille dans laquelle Sarah n'avait pas sa place, et qu'elle ne voulait pas remettre en question la stabilité et le bonheur qu'elle avait trouvé avec Lisa comme mère. À son crédit, Sarah a écouté sans interrompre ni contester. Elle semblait comprendre que c'était une décision définitive. Elle a dit à Emma qu'elle était fière de la personne qu'elle était devenue, et heureuse qu'elle ait trouvé un équilibre, même si ce n'était pas avec elle. Cependant, vers la fin de la conversation, Sarah est devenue très émotive. Elle a dit à Emma qu'elle comprenait pourquoi celle-ci ne voulait pas d'elle dans sa vie, qu'elle reconnaissait avoir fait des erreurs irréparables qui lui avaient coûté la chance d'être une mère pour ses enfants. Elle expliquait qu'elle avait espéré qu'en revenant et en présentant ses excuses, cela suffirait à compenser les années perdues. Mais elle réalisait maintenant que certains dégâts ne peuvent pas être effacés, et que certaines décisions ne peuvent pas être annulées. Ce qui nous a particulièrement inquiétés, c'est le ton de Sarah à ce moment-là. Il y avait quelque chose de très définitif, presque désespéré, comme si elle disait adieu non seulement à l'idée d'une relation avec Emma, mais à toute autre chose aussi. Elle répétait qu'elle avait tout gâché, qu'elle ne méritait pas d'être heureuse après ce qu'elle avait fait. Emma est restée digne, concentrée sur sa propre position, sans chercher à consoler Sarah. Mais je voyais qu'elle était troublée par le désespoir perceptible dans la voix de sa mère. L'appel s'est terminé avec Sarah remerciant Emma d'avoir eu le courage de lui parler directement. Elle lui a souhaité une belle vie et s'est excusée pour la douleur que son retour avait causée. Emma a dit à Sarah qu'elle lui pardonnait d'être partie, et lui a souhaité de trouver le bonheur dans sa propre vie, mais qu'elle ne se parlerait plus. Après avoir raccroché, Emma semblait soulagée d'avoir eu cette conversation. Elle était satisfaite d'avoir pu exprimer clairement et avec bienveillance ce qu'elle ressentait. Mais elle était aussi épuisée émotionnellement, et je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que Sarah trouvera enfin la paix qu'elle cherche. Pour nous, la page est tournée. Pas avec colère, mais avec clarté. Et surtout, avec amour, pour les enfants que nous avons choisi de protéger jusqu'au bout.